Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Et tu fais quoi dans la vie ?» Aujourd'hui, nous partageons un moment avec Magali. Bienvenue Magali. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Nous allons prendre le temps du coup de parler de ton beau métier, mais avant ça, je vais te demander s'il te plaît de te présenter en quelques mots. Bien sûr, je m'appelle Magali, j'ai 37 ans. On peut dire que je suis une grande blonde mariée. Je fais du théâtre, petite dédicace à la compagnie Les Zébrés Zinzin. Je fais aussi du wingfoil, un petit peu de sport, et puis j'aime beaucoup voyager, découvrir le monde, etc. Ça donne envie d'en savoir plus. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais comme métier ? Je suis orthoptiste depuis 2011 maintenant, donc petit calcul, ça fait quelques années. J'ai un cabinet libéral à Fontaine-sur-Saône, dans le Rhône. Super, et du coup, orthoptiste, c'est quoi ? Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier, si tu devais nous donner une sorte de première définition ? Ça consiste en la rééducation ou réadaptation visuelle. Donc, ça permet aux gens de mieux utiliser leurs yeux, de pas avoir double, de pas avoir flou, d'arriver à supporter leur paire de lunettes. Pour des patients qui ont des problèmes de posture, qui ont des vertiges, enfin voilà, c'est très complet. Il y a plein de petites choses qui sont en lien avec le système visuel. On dirait pas, mais ça regroupe plein de choses. D'accord. Et comment tu as fait pour devenir orthoptiste et quel a été ton parcours pour arriver là ? Alors moi, c'était un parcours qui n'était pas destiné à l'orthopsie à la base. En fait, je voulais faire kiné. Enfin, j'étais passionnée d'anatomie, donc du coup, le métier qui me venait à l'esprit, c'était être kinésithérapeute. À l'époque, à Lyon, pour faire kiné, il fallait passer par la première année de médecine. Donc du coup, je suis partie en médecine. J'ai fait les 2 fois la première année. À l'époque, on pouvait faire comme ça. Il n'y avait pas la PACES à l'époque. Et en fait, j'ai pas réussi le concours kiné. Donc du coup, je savais plus trop quoi faire. C'était 2 années très compliquées. La première année de médecine, c'est vraiment un rouleau compresseur. Et à la fin de la deuxième fois où j'ai passé le concours, j'étais un peu perdue. Je savais plus ce que je voulais faire. Je savais plus trop. Je me suis dit, bon, je vais essayer de passer les concours kiné dans d'autres villes où ça passe pas par le concours de médecine. Donc on pouvait y aller via une prépa. Et puis voilà, passer plusieurs concours. Donc je suis partie en prépa, mais en même temps, je me suis dit, je vais quand même assurer mes arrières parce que j'en avais un peu marre de passer les concours. Et à l'époque, quand tu avais une certaine moyenne en médecine, tu pouvais avoir une passerelle pour aller directement en 2e année. Donc de biologie, de biochimie ou de droit. Et du coup, moi, je m'étais inscrite en 2e année de biologie, au cas où, voilà. Mais j'ai jamais mis les pieds. Je savais vraiment pas quoi faire. Il me fallait quelque chose de concret. Enfin, vraiment, la biologie, c'était trop abstrait. Je voyais pas ce que j'allais faire. Et donc, j'ai fait mon année de prépa. Et bon, ça a été une année très compliquée pour moi. Enfin, voilà, encore une fois, après les 2 années de médecine, ça a été vraiment très dur de se remettre en selle, de reprendre les révisions, les concours, etc. Et du coup, j'ai raté tous mes concours de kiné. Et là, vraiment, je savais vraiment plus du tout quoi faire. J'étais un peu désemparée. Je suis partie travailler pendant les 3 mois que j'avais. Et en parallèle, je me suis inscrite pour redoubler mon année de biologie à laquelle j'avais pas mis les pieds en me disant ça me fera une roue de secours pour la suite. Et puis j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Il y a la fille d'amis à mes parents, petite dédicace à Marielle si tu nous entends, qui était en école d'orthopsie à Montpellier et qui m'a dit viens, renseigne-toi sur le métier d'orthopsie. Ça ressemble entre guillemets un peu à kiné dans le sens où tu fais du suivi de patients, de la rééducation. T'as quand même ce côté anatomie qui me plaisait aussi. Et je connaissais pas du tout. C'est la première fois que j'entendais le mot orthoptiste. Donc je me suis renseignée et c'est vraiment grâce à elle que je suis devenue orthoptiste parce qu'après j'ai fait un stage en libéral chez une dame dans la région grenobloise et j'ai adoré. Je me suis dit oui, c'est exactement ça ce qu'il me faut. Et en fait à l'époque, donc là quand je me suis aperçue de ça, on était au mois de juillet, les concours étaient en septembre. Sauf le concours de Lyon, qui était en avril. Et du coup, j'ai pas pu le passer. Donc, j'ai choisi une école. Ils se débrouillaient pour que tu puisses en passer qu'une seule parce que tous les concours étaient le même jour. Donc, du coup, j'ai choisi Montpellier. J'ai passé le concours. Il se trouve que je l'ai réussi. Donc, je suis partie en école d'orthopsie à Montpellier. Et en plus, il fait beau là-bas. Exactement. Non, mais c'est un beau message aussi d'espoir pour toutes les personnes qui entreprennent médecine, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Exactement. Mais comme quoi, il y a aussi des passerelles et des belles choses à faire à côté de tout ça.
Et justement, pour être un bon orthoptiste, selon toi, quelles sont les qualités requises? Je pense que il faut aimer le relationnel, parce que tu passes ta journée quand même avec des patients. Il faut aimer le relationnel, il faut être patient, il faut être curieux. C'est un métier où on découvre plein de choses et c'est ça qui le rend très très intéressant. C'est que tout le monde est différent, chaque cas, chaque patient est différent et t'apporte quelque chose à aller chercher. Et donc du coup, il faut cette curiosité-là de se dire mais qu'est-ce qu'il a, comment je pourrais le soulager, qu'est-ce que je peux lui apporter, voilà. Il faut aimer apprendre, voilà, se former. On peut faire des diplômes universitaires, on peut faire plein de formations très très intéressantes. Et je pense qu'aussi il faut être armé un peu de rigueur parce que tenir un cabinet libéral c'est quand même pas rien. Il faut avoir quand même les épaules et les reins solides. Voilà, un peu de rigueur et être autonome et de la patience, ouais. Ça donne quoi une journée dans la vie de Magali l'orthoptiste? Voilà, alors une journée avec moi, c'est jamais la même journée. Moi, je suis en libéral. En fait, il faut savoir qu'en orthopsie, on peut travailler de différentes façons. Moi, j'ai choisi de travailler en cabinet libéral et de plus faire le versant rééducatif avec les patients. Mais tu peux aussi aller travailler dans un cabinet d'ophtalmologie pour préparer les consultations. D'ailleurs, maintenant, quand tu vas renouveler tes lunettes chez l'ophtalmo, tu passes quasiment systématiquement devant un ou une orthoptiste qui te fait les examens complémentaires. Tu peux aussi travailler en structure pour les patients malvoyants, etc. Et donc, pour en revenir à ma journée, une journée avec moi, donc en libéral, dans mon cabinet, en fait, je consulte, donc j'ai une quinzaine de patients par jour à peu près, et tu as tes patients, entre guillemets, réguliers, que tu vois toutes les semaines, que tu connais bien, avec qui tu vas créer un lien, et puis tu as des nouveaux patients qui viennent pour la première fois, et donc à chaque fois c'est un peu le défi de savoir mais pourquoi ils viennent, qu'est-ce que je peux leur apporter pour les soulager, voilà. Ça va aller du bébé de 9 mois qui vient pour faire un dépistage visuel, au papy de 95 ans qui vient parce qu'il a une DMLA, donc dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou qui a fait un AVC et qui du coup a une amputation d'une partie de la vision. Ça en passant par l'adolescent qui travaille sur écran toute la journée, qui a mal à la tête, ou la personne de 45 ans qui a ses premières progressives, qui a du mal à les supporter. Voilà, c'est un métier qui est très vaste, et on a aussi tous les enfants avec les troubles d'apprentissage. Donc quand ils arrivent au CP, CP-CE1 avec l'apprentissage de la lecture, l'écriture, il y a plein de choses qu'on décèle. Donc les enfants qui ont du mal à faire les retours à la ligne, qui ont du mal à rentrer dans la lecture, ça, voilà, en orthopsie, on les soulage bien. Ça va être aussi les patients qui ont des TSA, donc des troubles du spectre autistique. On en a de plus en plus. L'orthopsie a vraiment sa place dans la prise en charge de ces patients-là. Plus globalement, c'est ce qu'on appelle les TND, les troubles neurodéveloppementaux. Et donc, c'est tous les enfants avec plein de pathologies, par exemple des dyslexies, des dyspraxies, des dysphasies, ce qu'on appelle avant les multidys. Mais voilà, tout ça en orthopsie, notre métier permet vraiment d'aider ces enfants-là à acquérir les apprentissages correctement. Et du coup, j'ai envie de te demander, même si j'ai une petite idée, est-ce que tu aimes ton métier? Et Évidemment. Pourquoi? Ouais, évidemment. Ouais, j'adore mon métier. J'adore mon métier, parce que on apprend tous les jours sans arrêt. C'est pas du tout un métier où on peut se reposer sur ses acquis. Il faut sans arrêt se mettre à niveau, se mettre à jour. Il y a des nouvelles choses qui sortent. À mon époque, c'était un niveau Bac+2. Maintenant, ça a changé. Tu as le niveau licence pour les nouveaux diplômés, donc Bac+3, ce qui est très très important. Ça nous donne l'accès au master, au doctorat éventuellement, mais c'est surtout que ça donne accès à la recherche. Et il y a énormément à faire en recherche en orthopsie parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un métier que j'aime bien parce qu'il y a des perspectives d'avenir qui sont très importantes, notamment en ce moment avec la pénurie d'ophtalmo. On a beaucoup de choses qui... Vous reprenez certaines choses? Exactement. Ouais. On peut maintenant recevoir même certains patients sans avoir besoin d'une ordonnance médicale, alors qu'avant on était soumis à une prescription médicale. Là, le tout venant peut venir pour faire un contrôle visuel sans avoir besoin d'ordonnance en fonction de l'âge. Donc ça, c'est une première étape qui pour nous, une étape autonomie qui est très forte et très importante. On va parler un peu plus précisément de ton environnement, c'est-à-dire ce métier fait partie donc des métiers de la vision, des métiers des yeux. Vous êtes ceux qu'on appelle les 3 O, donc ophtalmologiste, opticien et orthoptiste. C'est un vrai exercice de diction, juste de le dire. Peux-tu nous parler, nous expliquer justement les rapports que vous avez entre vous et s'il y a peut-être même d'autres métiers qu'on connaît moins? Exactement. Les 3 O, c'est un peu le socle de base de notre profession. Donc, l'ophtalmologue, évidemment, indispensable, qui va traiter toute la partie médicale. L'opticien,
également indispensable, qui lui va être plutôt dans l'adaptation des lunettes pour choisir les verres, la monture, etc. Et puis l'orthoptiste, donc nous, où on va intervenir plutôt pour les patients qui ont besoin d'un suivi en rééducation, qui n'arrivent pas, comme je disais tout à l'heure, à tolérer les lunettes, ou alors chez l'ophtalmo pour les aider dans leur consultation à faire les examens complémentaires. D'accord. Et il n'y a pas d'autres choses qu'on connaîtrait pas? On est également en lien avec plein d'autres professions, notamment les ORL également, parce que on intervient dans les troubles de la posture, les troubles posturaux, chez les patients qui peuvent avoir des vertiges ou des problèmes au niveau du corps. Donc les ORL sont aussi importants. Et évidemment, les médecins généralistes, les pédiatres qui nous envoient beaucoup d'enfants pour faire des dépistages visuels quand ils ont un doute ou un enfant, encore une fois, qui a des difficultés à l'école. On a également beaucoup de liens avec d'autres paramédicaux. Je pense aux orthophonistes, aux ergothérapeutes, aux psychomotriciens, aux neuropsychologues. Voilà, on a énormément de liens avec ces professionnels-là. Il y a aussi des liens avec des kinés, surtout les kinés vestibulaires, encore une fois pour les patients vertigineux. On peut avoir aussi des liens avec des ostéopathes, encore une fois pour les patients qui ont des problèmes de posturologie. Super. Et c'est vrai que dans l'esprit, je dirais général des gens, autant ophtalmo, opticien, c'est très clair. Quand tu parles de ton métier, justement, quelle est la question qui revient le plus? Et est-ce que de manière générale, les gens connaissent le métier d'orthoptiste? De plus en plus, on connaît de plus en plus, mais c'est vrai que jusqu'alors, quand on dit orthoptiste, souvent on dit c'est pour les pieds, c'est pour les dents. Ah non, ça c'est orthodontiste ou orthopédiste. Non, il y a besoin des fois d'expliquer un petit peu. Alors quand on dit c'est parfois quand il y a un strabisme ou quand oui tiens je connais. Enfin de plus en plus encore une fois, mais on n'est pas aussi connu que opticien ou ophtalmologue. Mais on y travaille dur. Et dans votre quotidien, donc quel outil vous ne pouvez pas vous passer? Une barre de prisme. Une barre de prisme. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est et à quoi ça sert? Eh bien, si on se rappelle un peu nos bases en physique, le prisme, en fait, c'est une matière transparente qui va dévier les rayons lumineux, pour faire simple. Comme une petite règle avec plein de prismes différents. Et on la passe devant les yeux du patient et ça nous permet de le faire, pour vulgariser, loucher. Donc converger ou diverger, qui est un peu à la base de la rééducation en orthopsie. D'accord, donc une règle de prisme. Exactement. C'est ça? Une barre de prisme. Une barre de prisme. Et justement, dans ce beau métier, est-ce que tu aurais une ou plusieurs anecdotes à nous partager, des choses sympas que tu as vécues ou du moins marquantes? Oui, alors, des anecdotes, honnêtement, j'en ai à la pelle. Après, ce que j'adore dans ce métier, c'est vraiment de se sentir utile, en fait. Donc, ce qui me marque, c'est vraiment les moments où je me suis dit, ah ouais, là, vraiment, c'était important que je sois là et que je vois ce patient à cet instant T. Tu vois, ça me fait penser au déconfinement post-Covid. J'ai un patient qui m'appelle. Bon, je suivais sa fille, donc je le connaissais un petit peu. Alors, il voulait faire un bilan parce qu'il se plaignait de pas bien voir, puis il était un peu en errance médicale, on savait pas trop. Bon, et puis je le reçois et là, à l'examen, je vois qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de neurologique important chez ce patient-là et c'est une des rares fois où je lui ai dit mais on va appeler les urgences ensemble et vous allez y aller tout de suite. Parce que si tu dis à un patient, vous allez aller aux urgences, pas sûr qu'il y aille dans la seconde. Donc on a fait ça ensemble, il est parti aux urgences et en fait, il m'a rappelé quelques jours après pour me remercier parce qu'en fait on lui avait découvert ce qu'on appelle un syndrome de Chiari. Bon, c'est une maladie neurologique qui entraînait plein de problèmes. Et des problèmes, il avait des problèmes dans les genoux, il avait des problèmes d'élocution, il avait... Voilà, plein de problèmes et personne n'avait su déceler en passant par la case orthopsie qu'il exactement. A pu, et donc du coup à ce moment-là, je me suis sentie vraiment fière entre guillemets, puis d'avoir pu aider ce patient-là, ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi. Après, c'est aussi, je me souviens d'une petite fille qui était venue parce que elle n'arrivait pas du tout à rentrer dans les apprentissages au niveau de la lecture, etc. Les parents en avaient un petit peu marre, ils m'ont emmenée et puis en fait au bilan de vue, tu te rends compte qu'il y a ce qu'on appelle une amblyopie, donc il y a un œil qui voit rien du tout et puis l'autre qui voit très bien mais ça se décèle pas. Les deux yeux ouverts. Donc à la fin de mon bilan, je dis effectivement on a un œil qui est presque aveugle. Cette petite avait à peu près un peu plus de 7 ans et on considère que la limite pour traiter donc ce qu'on appelle l'amblyopie, c'est aux alentours de 7 ans. Après le cerveau est plus assez plastique pour pouvoir le faire. Et on a quand même essayé de faire le traitement qui a très bien marché. Elle a retrouvé une vue parfaite
sur les 2 yeux. Et voilà, je me suis dit, peut-être qu'à 6 mois après, cet enfant, si je l'avais pas vu à ce moment-là, elle aurait pu, avoir un œil entre guillemets presque aveugle. En effet, il y a de quoi être fier. En fait, on se sent utile. Je veux dire, en ce moment, on entend aussi beaucoup de jeunes, ou même, de jeunes ou des 30-40 ans qui ont une perte de sens aussi dans le travail, qui savent plus, qui changent complètement de boulot pour aller faire quelque chose plus en lien avec la nature ou autre. Et c'est vrai que, en orthopsie, en tout cas, il y a aucune perte de sens. Tous les jours, je ferme le cabinet en me disant, là, j'ai été utile, pour tant de patients, et c'est vraiment très satisfaisant. C'est beau. Et je pense qu'en effet, c'est le souci de beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent du sens dans le travail. Et donc, tu nous confirmes que ce métier-là, vous pouvez y aller justement les yeux fermés, foncer. Avant de terminer cette émission, je voulais aussi te demander quels étaient les nouveaux enjeux pour ton travail aujourd'hui. Est-ce que les réseaux, les écrans, la surconsommation de manière générale, on voit une évolution très concrète dans vos métiers? Ouais, bien sûr. Répercussions. Oui. On sollicite énormément la vision de près maintenant, effectivement, avec tous les écrans. Donc on voit arriver des patients avec pas des nouvelles pathologies, mais des pathologies visuelles qui s'accentuent, le port des lunettes, il y a des études quand même qui sortent, c'est qu'il y a une myopie générationnelle qui arrive. Je me rappelle plus exactement le pourcentage, mais je crois que dans les années à venir, il y aura un enfant sur 2 qui sera myope. Vraiment, il y a un enjeu vraiment majeur, notamment en Chine, je crois, où ils ont mis en place des choses à l'école, des sortes de pressoirs où en fait l'enfant se cale contre lorsqu'il écrit à l'école pour éviter qu'il ait la tête collée sur le cahier, pour faire prendre une distance suffisante pour éviter l'apparition de la myopie. C'est aussi les enfants qui jouent plus à l'extérieur, qui sont que avec des lumières artificielles, et ça, les yeux et le cerveau n'aiment pas du tout. On va être de plus en plus sollicité, ça c'est sûr. Donc attention aux écrans, malgré tout. Oui, après, attention aux écrans, mais il y a aussi un autre côté. Il faut pas non plus faut faire pas une croix diaboliser, dessus. bien sûr. Non. Les écrans, c'est aussi important. Il y a plein de choses qui existent pour soulager les yeux, notamment baisser un peu la luminosité. Il y a des petites applications qui existent. Mais c'est comme tout, en fait. Il faut un petit peu modérer tout ce qu'on fait et pas faire. C'est sûr que si on fait 20 heures dans la journée d'écran, c'est absolument pas bon, mais comme tout, j'ai envie de dire. Est-ce que tu aurais justement les 3 bons conseils de Magali pour prendre soin de ses yeux? Je sais pas si je peux avoir forcément les 3 bons conseils universels, mais pour prendre soin de ses yeux, je pense qu'il faut passer un peu de temps dehors. Et il faut prendre du recul par rapport au support, pas être collé le nez rivé sur la feuille ou sur l'écran. Et puis ne pas faire d'écran avant d'aller se coucher. Et pour terminer justement, j'avais envie de te demander, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Très bonne question. Je pense que je serai toujours orthoptiste. Vraiment, c'est un métier qui me passionne. Je vois pas pourquoi j'en changerais. Après, ou quand, comment, ça c'est une autre histoire. On laissera faire le destin. Au soleil. Bon, peu importe où, en tout cas, on te souhaite tout le bonheur du monde et une longue carrière d'orthoptiste. Merci. Merci encore pour ce précieux partage. C'était « Et tu fais quoi dans la vie ?» et je vous dis à très vite pour découvrir un nouveau métier.